Hello les amis, on plonge aujourd'hui dans c'est un secteur qui est passionnant, qui est celui de la restauration, parce qu'il manque 200 000 salariés dans la restauration. C'est un secteur qui attire plus, alors que c'est, une énorme fierté française. Donc c'est un paradoxe, assez fou. À la fois, on est trop fiers de notre gastronomie et en même temps, plus grand monde veut y travailler. Donc je trouve que c'est un sujet passionnant. Et puis, les métiers du lien, c'est des métiers qui sont fondamentaux. On parle souvent des métiers du lien dans la santé, mais la restauration, c'est clairement un métier du lien. Le métier de serveur, c'est un métier du lien. Combien de personnes âgées viennent rompre leur solitude au resto, par exemple? Il faut rendre ces métiers, attrayants, c'est super important, ça me passionne. Alors on va creuser aujourd'hui comment on peut inventer des nouveaux modèles dans la restauration. Alors déjà, petit constat, il y a quand même un petit cauchemar dans la cuisine. On va passer en revue quelques chiffres. Alors, déjà positif, on est 99 de Français à considérer la table française comme un énorme atout pour la France. Les Français sont fiers de leur gastronomie qui est inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est important de le rappeler, hein, parce qu'on passe notre temps à se comparer avec les États-Unis ou avec les autres grosses puissances en disant qu'on se dévalorise, qu'on est, nul, je sais pas, qu'on n'a pas les mêmes ressources. On a quand même des vraies ressources là, donc faut y penser. Mais par contre, 3 577 défaillances d'établissements de restauration, traditionnels en 2024. Alors, ça sera encore plus en 2025, 10-20 de plus probablement selon les derniers chiffres. Alors il y a plein de problèmes évidemment, hein, derrière ça. Il y a, pas que, le recrutement ou, la fidélisation de salariés, mais c'est un énorme sujet. Dis-toi qu'il y a un chiffre il y a un chiffre complètement fou. Il y a 30 des salariés du secteur de la restauration qui ont changé de métier après les confinements du covid. C'est énorme. En fait, ils ont réalisé, à quel point leur métier était, difficile, pendant le confinement. Du coup, 200 000 postes vacants en restauration, en particulier les serveurs, mais aussi les cuisiniers. Donc il faut vraiment attirer de nouveaux, il faut fidéliser des salariés. C'est, le gros enjeu. Et c'est un sujet super chaud en ce moment parce que, il y a un livre qui est sorti, au mois de mai 2025 qui s'appelle «Violence en cuisine, une omerta à la française». Bon, c'est 4 ans d'enquête, et ça a été une bombe pour le secteur. En fait, on découvre, énormément de dérives, du harcèlement, des violences, un code du travail peu respecté. Alors évidemment, c'est pas partout, dans tous les restaurants, mais c'est un vrai sujet. Et alors au début, on peut se demander pourquoi on le sait pas, et cetera. Et puis on peut vite comprendre en fait, puisque, c'est quand même un la gastronomie française, c'est une fierté, énorme et on peut imaginer que c'est difficile de mettre un coup de projecteur sur ses gros défauts, quoi. Donc ça s'est, empiré, jour après jour, année après année et aujourd'hui les chiffres sont là et on peut plus vraiment les cacher parce que, quand plus personne veut travailler dans le secteur, il y a un moment, il faut quand même bouger, quoi. Donc la gastronomie française, c'est à la fois un rêve et une fierté pour des millions de personnes, mais c'est beaucoup de désillusions. Et s'il faut encore des preuves qu'on peut retrouver sur le terrain, c'est que un, les métiers de l'hôtellerie-restauration ont fait leur apparition sur la liste des métiers en tension. C'est quand même, très fort. Les personnes immigrées sont surreprésentées dans le secteur. C'est en Île-de-France, c'est 40 des employés qui sont issus de l'immigration. Donc merci à elles, parce que sinon, ça serait très compliqué dans la restauration. C'est quand même un symbole du manque d'attractivité. Et puis on a 65 des démissions qui ont lieu avant 1 an d'ancienneté. C'est fou, ça veut dire que et c'est des CDI ça, hein. Ça veut dire que tu as la grande majorité des gens qui, rentrent dans un CDI et en fait vivent une énorme désillusion. Bon, donc plus on vieillit, plus on veut quitter le métier. Ça se voit d'ailleurs dans les stats aussi. L'âge moyen dans la restauration, c'est 34,8 ans. C'est 41 ans pour l'ensemble des secteurs. Donc ça prouve que, pareil, on quitte encore plus vite le métier de la restauration que dans d'autres secteurs. Et puis, les femmes, la place des femmes, très difficile. Elles sont cantonnées à la salle, 8 femmes pour 12 hommes en salle, serveurs. Et très peu en cuisine, 3 femmes pour 14 hommes. D'ailleurs, il y a un écart de salaire qui est de quasiment 10 à fonction égale. Donc voilà, on a un peu l'impression que la restauration sur le côté management humain, elle est un peu restée en arrière quoi, donc il est temps que ça bouge. Et j'aime bien regarder dans l'histoire moi quand c'est comme ça, pour essayer de comprendre pourquoi c'est arrivé tout ça. Et les dates, prouvent pas mal les choses, hein, en 1822 tu as, Antonin Carême, qui est considéré comme le premier chef français. Pour lui, le maître d'hôtel cuisinier doit, je cite: «être trempé pour le commandement et agir comme un général».
Donc on a déjà l'organisation des cuisiniers qui s'inspire du fonctionnement militaire, dès, 1822. En 1900, c'est la naissance du guide Michelin. On connaît tous le guide Michelin. Je me rappelais plus de l'histoire. C'est un livret publicitaire de 400 pages qui était offert aux chauffeurs, poids lourds, avec l'achat des pneus. Donc je trouve ça vraiment gonflé comme idée. C'est devenu la référence internationale des guides gastro au fur et à mesure. Mais la pression de la note devient vraiment maximale aujourd'hui. Les guides ont même été accusés du suicide de Bernard Loiseau et certains multi-étoilés, jusqu'à 3 étoiles, ont décidé de sortir de cette compétition, comme Sébastien Bras, qui a clairement rendu ses 3 étoiles, pour plus de liberté notamment. Alors 1929, c'est Élisa Blanc qui devient la première femme chef étoilée au monde à Vennas dans l'Ain. Hem, donc c'est une pionnière. Mais aujourd'hui, on a uniquement 6 des restaurants étoilés dans le monde qui sont dirigés par des femmes. Donc on va dire que voilà, il y a beaucoup de travail là-dessus. 2010, l'émission, Top Chef arrive en France. Elle était aux US au départ en fait, l'émission, c'est marrant. Et bon, donc on connaît, cette émission, les cuisiniers, passent de l'ombre à la lumière, les vocations se multiplient, des gens veulent se reconvertir, des jeunes veulent se former, mais il y a aussi beaucoup de désillusions. Il y a un gros écart entre, la télé et la réalité. 2020, crise du Covid, on en a parlé tout à l'heure, la restauration perd 70 de son activité, c'est massif et au retour et ben, comme si, c'était pas suffisant finalement et ben, il y a 30 des salariés qui ne reviennent pas, qui se découvrent une vie en dehors du resto, et c'est un énorme enjeu. 2021, juste derrière, il y a l'association Bondir, Bondir, BONDIR.E, puisque ça a été créé par des chefs, femmes qui se créent, super inspirante cet asso, pour prévenir les violences en restauration auprès des jeunes. Bon 5 ans plus tard, il y a pas voilà, il y a beaucoup de pain sur la planche encore, hein, ils ont beaucoup travaillé, mais c'est encore le début de ces réflexions et de cette transformation. Donc moi, je trouve que ce qui est le plus important là-dedans, aujourd'hui, c'est quand même de comprendre à quel point ce métier est difficile et on va creuser ça, dans le sujet ensemble, rentrer un peu dans le détail de ces métiers de la restauration. C'est un environnement qui est éprouvant. Clairement, on apprend sur le tas. Déjà, il faut mettre les mains dedans, dès le départ. C'est-à-dire que ça commence souvent dès 16 ans, on se forme en conditions réelles, c'est vraiment un métier de terrain, et c'est, face à l'exigence des clients et des équipes qu'on se forme, finalement. On vit, complètement dans l'inconfort. Les cuisines sont chaudes, dans des endroits étroits, à la cave, à l'étage, souvent sans fenêtre. Les restaurants sont bruyants. C'est hyper, hyper compliqué. C'est un métier super physique. Les équipes en salle enchaînent les allers-retours debout, elles portent des charges lourdes. La position courbée des cuisiniers, sur leur plan de travail est super mauvaise pour le dos. Les gestes, répétitifs sont usants. C'est pas rare de voir des cuisiniers et des serveurs, souffrir de douleurs chroniques dès le début de la trentaine quand même. Et c'est un métier, stressant. Stressant, on n'y pense pas toujours, mais il y a le respect, strict des normes d'hygiène, il y a la manipulation des produits périssables, il y a l'exigence d'une qualité de service parfaite. Il faut garder une bonne note sur, TripAdvisor, sur Google, sur Michelin, enfin sur Michelin. Il faut surtout garder ses étoiles sur Michelin. Et puis il y a les fameux coups de feu, ces moments où tous les clients doivent être servis en un temps, super court. Et ben, résultat, 1,5 million de journées d'arrêt de travail perdues, chaque année. Donc quand on est déjà en difficulté à chercher du monde, c'est quand même dommage. Et puis on a une fatigue mentale, une fatigue physique qui augmente jour après jour, et des accidents de travail qui sont fréquents. Il y a un deuxième point très important qui fait que c'est très difficile, ces métiers de la restauration, c'est que c'est des journées qui sont très longues et qui sont fractionnées. C'est facile à comprendre, hein, mais les restaurants, proposent souvent un service le midi et un service le soir. Donc les équipes travaillent la plupart du temps en coupure. On bosse par exemple de 11 heures à 15 heures et puis de 19 heures à 22 heures. Et c'est super dur à vivre dans la réalité pour un salarié parce que si ta coupure est trop courte et que, tu te retrouves à habiter trop loin, bah, en fait, tu peux pas rentrer chez toi. Donc tu dois attendre sur place et sans être rémunéré. Pendant le même temps, on peut pas forcément, jeter la pierre au restaurateur parce que c'est pas simple non plus, je veux dire comme métier. Si personne vient dans le restaurant de 15 heures à 18 heures, le modèle peut pas toujours être rentable en service continu, tout simplement. Et puis, il faut réussir à jongler avec les plannings. C'est tellement compliqué. C'est interdit
évidemment, de faire travailler un serveur trop longtemps. Alors sur une amplitude de plus de 11h30, c'est interdit, par exemple, pour le serveur. C'est déjà énorme. Donc s'il démarre à 11h30 pour le service du midi, et ben, ça veut dire qu'il pourra pas servir un client après 23h le soir. Donc 11h30 le midi, ben, c'est voilà, on peut pas faire beaucoup plus, tard, parce qu'après les gens arrivent et puis 23h le soir, bah, c'est quand même, finalement, assez tôt, finalement par rapport à la fin de certains dîners. Donc tout ça, c'est super théorique parce que dans la vraie vie, bah, qu'est-ce qu'il fait le serveur? Bah, il reste jusqu'au dernier client le soir, quoi, à cause du travail ou pas, et souvent il fait plus d'amplitude horaire. Donc vraiment un gros problème. C'est, bah, du coup un équilibre pro perso qui est hyper fragile. Il y a une petite phrase qui dit: «Travailler quand les autres s'amusent» dans la restauration. Ça résume bien. Il faut travailler tôt le matin, il faut travailler tard le soir, il faut travailler le week-end, il faut travailler pendant les vacances scolaires, il faut travailler pendant les jours fériés, les fêtes, enfin bref. Souvent les jours de repos sont en semaine, donc c'est difficile d'avoir une vie sociale équilibrée, et puis c'est difficile de fonder une famille parce que, voilà, dans ces conditions, c'est compliqué. C'est possible, évidemment, il y en a plein qui y arrivent, qui sont équilibrés. Mais la restauration fait partie des métiers qui ont les plus hauts taux de divorce. J'ai mis les sources dans la newsletter. C'est, aussi un métier qui est très difficile pour les femmes, alors ça va avec, mais donc, non seulement il y a beaucoup de harcèlement, et donc il y a aussi beaucoup de harcèlement en particulier chez les femmes, mais en plus il est très délicat de cumuler, vie en cuisine et projet bébé. Très compliqué. Donc c'est un métier dur, au niveau de l'équilibre pro perso. Il devrait être bien payé du coup, parce que si tu as pas de vie sociale, de vie familiale, que tu t'uses à la tâche, bah, tu peux au moins exiger un bon salaire, quoi. Eh bien, pas tant que ça finalement. Pas tant que ça, le salaire de base d'un serveur, c'est 1 600-1 800 € net en 2026. Donc tu me diras, c'est 30 de plus qu'avant Covid. Mais bon, 30 de plus, qu'avant Covid, en fait, c'est quasiment le montant de l'inflation. Donc c'est pas énorme, et puis quand tu ajoutes à ça des dérives massives, des violences, des harcèlements, bon clairement, c'est la goutte qui fait déborder le vase, quoi. Tu as certains postes qui sont, mieux payés quand même, par contre, les postes des chefs, par exemple, ou de responsables de salle. Voilà, mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est que, l'argent est un sujet, mais que 2 choses. Déjà, c'est pas super facile pour, un restaurateur d'augmenter les salaires, puisqu'ils ont quand même pas des marges extensibles, qu'il y a quand même beaucoup de faillites. Et puis deuxième truc, c'est qu'il serait dangereux de tout résumer au salaire, en fait. Parce qu'il faut surtout un cadre de travail juste, un cadre de travail motivant, et c'est surtout ça, quand on analyse un peu, qui est le problème, dans certains restaurants. Donc la gastronomie fait rêver, clairement le grand public, tout le monde se rue devant Top Chef, c'est la 16e édition en 2025. Tu as eu MasterChef, le meilleur pâtissier, tu as de nombreuses personnes qui se découvrent une passion pour ces métiers, qui se reconvertissent. Alors tu as des écoles renommées qui en font leur beurre, du beurre salé même, vu, la facture. Les élèves se lancent en stage dans des établissements superbes qui sont souvent partenaires des écoles, et là, eh ben, c'est souvent compliqué. Ils se sentent maltraités, les élèves sont même parfois victimes directement, d'abus. Ils osent pas en parler ou arrêter. On leur martèle qu'ils ont peut-être pas trop le choix, que, c'est un métier passion, qu'il faut serrer les dents, qu'il faut, effectuer un certain nombre de stages pour valider le diplôme. Donc beaucoup, finalement connaissent des désillusions, un vrai grand écart, entre ce qu'ils imaginaient, ce qu'ils vivent, et du coup décident de partir. Donc c'est un grand écart qui devient intenable, mais et oui, beaucoup de nouvelles histoires s'inventent, et des restaurateurs dans, ces cadres-là évidemment, cherchent à se renouveler. Donc si tu veux bien, on va creuser maintenant les solutions. On a des défis importants, mais on a beaucoup de restaurateurs qui ont trouvé des solutions. Alors, la première chose, ça je trouve ça quand même très inspirant, c'est qu'il y a pas mal de restaurateurs qui ont pris un pas de recul. Ils se sont dit: «OK, pendant un certain temps, on a soigné les clients. Ensuite, on a soigné les producteurs, et maintenant on va soigner les équipes». Voilà. Soigner les clients, c'était le cas pendant très longtemps, c'était le gros enjeu, je veux dire, pendant très longtemps. C'est-à-dire que tu avais ceux qui écoutaient les attentes des clients, qui s'adaptaient, qui innovaient, puis tu as ceux qui refusent de changer, quoi. Ceux qui écoutent pas leurs clients,
et qui s'en foutent. Ben, en fait, ceux-là, ils ont beaucoup souffert évidemment et puis ils ont ensuite beaucoup souffert avec des notes, compliquées sur TripAdvisor ou Google, et beaucoup, ont soit changé, soit fermé finalement. Ensuite, tu as eu, la bataille, pour, mettre en avant et prendre soin des producteurs. C'est devenu de plus en plus courant d'afficher l'origine des produits. Tu as des restaurants super inspirants. Je pense comme ça à un restaurant à Bordeaux qui s'appelle Casa Gaia, qui affiche tous les producteurs à la carte. Mais bon, je pense que si tu réfléchis autour de toi, tu trouveras, forcément, des exemples de restaurateurs comme ça, qui mettent vraiment en avant, des super producteurs et qui travaillent uniquement avec des producteurs locaux. Parfois, tu as même des restaurants qui se délocalisent à la ferme pour, cuisiner sur place. C'est le cas du resto Les Sardines à la plage de Lancieux, par exemple, qui vient même servir ses clients, directement à la ferme de la Rodée, parfois, qui est une ferme, pas loin. Donc voilà, on a personnifié les produits, on a personnifié les menus, les clients adorent. Il y a les portraits de producteurs, leur savoir-faire, de belles histoires. On a remis de l'humain dans l'engagement des restaurants et dans leur com, ça fait du bien et la prochaine étape et ben, c'est les équipes. C'est les équipes. Aujourd'hui, un client, demande finalement si le poisson a été pêché à la ligne par un pêcheur breton, et ben, demain, il demandera si les équipes en cuisine sont bien traitées. C'est le sens de l'histoire finalement. Donc on peut se donner cette, idée, je pense, à reproduire qui serait de mettre en avant partout les personnes qui sont dans l'ombre des menus, quoi. On pense souvent, aux sommeliers ou aux chefs de cuisine, aux chefs pâtissiers. Ceux-là, on les voit souvent dans les bons restaurants, dans des cadres, voilà, près du comptoir, à l'entrée, pour les mettre en avant. Mais pourquoi on n'afficherait pas en grand l'histoire des serveurs, l'histoire des cuisiniers, l'histoire de la personne qui fait le ménage? Imaginez un peu la fierté, voilà, faut imaginer que ça créerait, quoi, cette stratégie pour les équipes, pour fidéliser. Et puis je pense que cette humanité qui se dégagerait, et ben, en fait, elle attirerait beaucoup les clients, quoi. Donc il y a certains restos qui démarrent, hein, là-dessus. Il y a des restos super inspirants évidemment, on n'invente rien. Il y en a un qui s'appelle Marie Curie par exemple, Curie, CU2RY. Il y en a un autre qui s'appelle Les Cuistots Migrateurs. Ceux-là, c'est 2 exemples de restaurants qui recrutent, des, personnes, issues de l'immigration et qui valorisent leurs histoires, qui valorisent leurs origines, qui valorisent leur savoir-faire, énormément et qui ont, tout, capitalisé dessus et donc je pense que c'est des bons exemples pour, tous les autres types de restaurants, pour vraiment mettre en avant, les équipes. Remettre les équipes au centre, super important. On a pensé à 3 restaurateurs qui ont, en particulier, trouvé des vraies recettes, pour essayer d'illustrer ça. Le premier, c'est, la mare aux oiseaux. Alors c'est à Saint-Joachim, Saint-Joaquin, je sais pas comment on le dit en Loire-Atlantique. C'est, un chef qui s'appelle Éric Guérin qui a réussi à mettre fin, au turnover. Avant, bon, il avait un énorme problème, hein, il avait, des équipes qui restaient moins d'1 an et alors il a tout transformé parce que c'était plus possible et aujourd'hui, bah, il a des énormes résultats. Concrètement, il a pas eu besoin de recruter depuis 3 ans. C'est juste incroyable. Alors on se demande comment il a fait. Et ce qu'il dit, c'est qu'il y a pas de recette miracle, quoi. C'est un état d'esprit, c'est la sincérité de la démarche qui est le plus important. Il prend tout simplement soin de ses équipes partout, partout où il peut aujourd'hui. Alors je vais te donner quelques exemples. Il se dit: «Les cuisiniers sont, quand même aujourd'hui assez, valorisés, en tout cas plus que les serveurs, avec les émissions et cetera. Mais, pour beaucoup, les serveurs, c'est des porteurs d'assiettes, quoi». Et c'est triste et c'est pas vrai. Et donc il s'est dit qu'il allait, donc il offre 3 heures de théâtre par semaine, aux serveurs, avec un vrai metteur en scène, pour que chacun puisse exprimer sa personnalité en salle. Voilà, je trouve ça canon. Le restaurant est fermé 2 jours et demi par semaine et Eric offre un pont à tous les salariés tous les 2 mois et demi, si les objectifs sont atteints. Donc pareil, objectif d'équilibre de vie. Le resto ferme à minuit, avant il fermait à 2-3 heures du mat. Pareil, beaucoup plus sain. Et puis tous les pourboires sont partagés entre tout le monde, c'est plus une compétition, quoi. C'est partagé avec un outil qui s'appelle Tipsy pour créer vraiment de la coopération et pas de la compétition entre les équipes. C'est un resto qui a obtenu la 1re Marianne de la cuisine qui a été lancée par le collectif Respecte ta cuisine, justement pour récompenser le management bienveillant. Voilà, le deuxième resto dont je voulais parler, c'est les Sardines à la plage. On en a parlé, si tu as été, bien attentif, un peu plus tôt. C'est leur resto qui a été cuisiné sur le lieu de la ferme.
et c'est à Lancieux, dans les Côtes-d'Armor. Alors c'est, une chef, qui s'appelle Adélaïde Périssel, qui travaille avec son mari dans le restaurant. Son mari, c'est Grégory et alors elle a testé beaucoup de nouveaux modèles de management, c'est très inspirant. Le premier, c'est qu'elle a plus de coupure. Donc ça, c'est le jour et la nuit pour les équipes. Elle a 2 équipes tournantes de 6 employés le midi et 6 employés le soir, et c'est évidemment beaucoup plus agréable pour les équipes et ça prouve que c'est possible, c'est ça qui est génial. Il y a un management qui est horizontal, donc tout le monde a le même grade en fait, et ils tournent avec le rôle de chef. Donc, ils ont chacun son tour le rôle de chef. Ça permet de motiver, responsabiliser les équipes et puis selon Adélaïde, c'est aussi canon pour, booster la créativité dans les menus en fait, parce que ça pousse tout le monde à chercher de nouvelles idées, quoi. Voilà, ils ont une fermeture de 2 jours aussi, le mercredi et le jeudi. Donc en plein milieu de la semaine, il y a une fermeture, toute l'année de 2 jours, même en été, sachant que c'est quand même, sur une station balnéaire, Lancieux, donc en juillet-août, on peut imaginer qu'il y a un peu de tension pour fermer en mercredi-jeudi. Mais non, ils le font. Dans un article du Monde, là, ils parlent de leur histoire. Ils ont 3 enfants, Grégory et Adélaïde, 8 ans, 7 ans, 5 ans, donc voilà, c'est ce vrai souhait de l'équilibre de vie et ils disent donc, je les cite: «Au cœur de la semaine, le week-end est décrété, on sort les bateaux, les wingfoils, les kitesurf, on part à la pêche à pied les jours de grande marée. Bien sûr, nos marges s'en ressentent parfois, mais c'est un choix de vie, une nécessité pour nous comme pour l'équipe». Voilà, alors ça peut paraître un peu beau, voilà, mais non, en fait, ça marche, quoi, c'est-à-dire que pour eux, en tout cas, ça marche, l'énergie de leur équipe, elle est contagieuse, les clients font la queue, les ventes ont vraiment augmenté depuis qu'ils ont, mis en place tout ça et les salariés, font, beaucoup moins d'heures sup, donc il y a une forme d'équilibre, qui se construit. Très inspirant, je trouve. Voilà et donc 3e restaurant, dont on voulait parler, alors le Mesturé à Paris. Là, c'est Alain Fontaine qui est chef et en fait, en sortie de covid, il a perdu, 7 salariés. Donc là, c'était, la cata. Ils ont tous découvert, ces 7 salariés qu'il y avait un monde parallèle, hein, en dehors du resto et que, ils avaient envie d'avoir des horaires, plus cool et là, Alain, il s'est dit, voilà, il faut modifier les horaires. Pour lui, c'était l'éléphant dans la pièce, quoi. C'était pas les rémunérations, c'était vraiment les horaires. Donc, dès, 2021, il a remis en place, en fait, un service continu sans coupure. Les employés avant dormaient sur des banquettes du restaurant de 16h à 18h30 pour la plupart pendant la fermeture. Donc voilà, les salariés disent revivre, hein, de ce changement et puis, Alain, lui, il en voit 3 bénéfices. Des employés qui sont plus motivés évidemment. Un truc qu'il attendait pas forcément mais, le bénéfice qui est resté, stable. Il pensait que ça baisserait un peu, ça serait des risques, il prenait des risques quoi, mais en fait, ça je pense que voilà, le fait d'avoir une équipe motivée et cetera, ça a recréé, de l'entrain chez les clients, peut-être, voilà, mais en tout cas le bénéfice est resté. Et puis un afflux de candidatures quoi, de personnes, qui veulent une vie de famille, enfin, c'est logique quoi, mais en fait, il y a tellement de gens qui arrivent pas à vivre de la restauration en ayant, une vie de famille, alors que c'est un très beau métier, que c'est un métier qu'ils adorent avec de l'adrénaline, avec, du lien avec les gens et cetera, mais ils peuvent pas le vivre avec une vie de famille et donc là, il a vu énormément de candidatures arriver quoi. Alors ça m'a fait penser une petite idée, pourquoi on lancerait pas un nouveau standard, un nouveau label, qui assurerait finalement du traitement des équipes, d'un bon traitement des équipes, dans la restauration? En fait, ça me paraît fou qu'en 2026, on puisse imaginer un restaurant étoilé Michelin, qui maltraite ses équipes finalement. C'est-à-dire, sur le toit du monde avec, tout le monde qui les respecte, mais pas de soin des équipes. Donc, c'est pas le cas évidemment, je fais pas de tout raccourci, hein, c'est pas du tout le cas de tous les restaurants, pas de cas de la majorité j'imagine, mais c'est le cas de certains et donc, pour moi, il me manque un nouveau standard, un macaron qui pourrait être collé sur la porte des restos pionniers quoi, de ceux qui arrivent vraiment à avancer, sur ce sujet. Il y a, eu un premier essai avec, un label qui s'appelle Peace& Work qui s'est créé, ils ont fait 252 audits, mais le problème c'est que le label est pas très exigeant donc il y a que 6 des audits qui ont pas débouché sur une labellisation, donc il faudrait probablement lancer quelque chose de plus ambitieux. Voilà, ce qui est important aussi, pour, être capable de soigner ses équipes, c'est d'avoir les moyens de le faire quand même, parce que si on a la corde au cou, que c'est hyper compliqué, à l'euro près, forcément c'est difficile de prendre des risques, comme, voilà, arrêter la coupure par exemple et pour ça il faut
avoir une vraie mission quoi, une singularité dans son restaurant. Quand je pense au restaurant Les Sardines d'Adélaïde et Grégory, bah, ils cochent toutes les cases, quoi. C'est un restaurant engagé, ils travaillent énormément avec les producteurs locaux, c'est un lieu dans lequel on se sent bien, on a envie de passer la journée. Finalement, c'est une forme de futur qu'on se projette et on se dit: «J'aimerais que le futur ressemble à ce type de lieu». Voilà, ils arrivent vraiment à créer quelque chose. Résultat, bah, les gens ont envie de venir y travailler aussi et puis eux, ils ont des clients qui poussent la porte et qui permettent d'investir dans l'équipe. Alors il y a plein de moyens, de créer des raisons d'être, canon, mais celle qui fonctionne, peut-être le mieux en ce moment, il y a quand même un gros sujet autour des options, végé. C'est quand même, 20 d'augmentation des ventes, dans les options végé dans les restaurants en 2024. Je trouve ça énorme, plus 20. Donc gros pari, qui peut être, très réussi. En fait, on est de plus en plus nombreux à être conscients de ces enjeux environnementaux de la consommation de viande, mais on est aussi de plus en plus nombreux à pas savoir comment cuisiner végé avec, du goût, avec des protéines et cetera. Et donc des restos qui cuisinent très bien et qui nous montrent de l'inspiration là-dessus, je trouve que c'est hyper inspirant et c'est pour ça que ça cartonne, quoi. Après, tu as pas mal de monde qui essaye aussi, de créer une vraie raison d'être autour de la traçabilité des produits. Pareil, c'est très inspirant, c'est une autre idée. Quelques exemples, hein, tu as le restaurant potager Les Jardiniers en Touraine, par exemple, qui cultive 5 000 m² de potager pour servir ses 30 clients chaque jour en fonction de la cueillette. Tu en as plein d'autres, hein, Le Doyenné dans l'Essonne, Les Récoltants à Bordeaux. J'adore aussi Mûr, qui a été lancé par, l'ancien fondateur de La Fourchette. Ils ont 4 restos à Paris, un service de traiteur, un modèle de cantine d'entreprise et tout est produit sur, leurs 2 fermes en interne en Seine-et-Marne. Voilà, il y a d'ailleurs un resto aussi très prestigieux, évidemment que vous connaissez sûrement, qui, produit, sur ses propres, surfaces, de culture, c'est le Alain Passard avec, les potagers de l'Arpège, chef 3 étoiles. Donc on peut créer plein d'autres raisons d'être, mais c'est simplement quelques idées que je trouve, inspirantes. Et là-dessus, en fait, que ça soit sur la raison d'être ou, sur le management, il manque probablement des formations aujourd'hui. Donc c'est une idée aussi de business, de projet à lancer. Les restaurateurs qui ont envie de devenir pionniers sur le cadre de vie de leur équipe, bah, ils doivent pouvoir se former, ils doivent pouvoir former leur équipe. J'ai creusé, j'ai pas trouvé énormément de trucs. Il y a l'atelier des chefs qui forme à la cuisine végétale, mais c'est vraiment ils peuvent former le grand public. Je trouvais ça intéressant. Pourquoi pas sur le management, sur la culture, voilà, ce serait vraiment intéressant pour les restaurants. Il y a le collectif Restore, AURE, qui est très cool, pour les formations que tu peux creuser et puis, il y a aussi l'association Bondir dont j'ai parlé tout à l'heure qui lance une formation cette année à creuser. Voilà, pour finir cette, newsletter, j'avais envie de finir un peu sur un petit bouquet final de comme au feu d'artifice de projets, inspirants dans des restaurants, que j'ai croisés au fur et à mesure de mes lectures. Le premier, c'est, un restaurant qui s'appelle Auguste à Paris et alors en fait, eux, ils forment les plongeurs, au dressage de table. Donc ça permet aux plongeurs de monter en compétences et de diversifier, finalement leurs tâches et puis ça permet aux équipes en salle, de réduire leurs heures sup parce que, le dressage des tables, souvent, ça crée des heures sup. Je trouve ça intéressant parce que réinventer les fiches de poste comme ça en cassant les silos, c'est une super idée pour fidéliser, pour attirer. Ouais, intéressant. Il y a un autre, restaurant que je trouve cool, qui est le restaurant Barbeau, dans le 14e. Alors eux, ils ont mis en place de l'intéressement aux résultats annuels du resto. Alors, c'est pas on réinvente pas, tout en faisant ça, hein, ça existe dans plein de secteurs, mais finalement pas trop dans la restauration et c'est quand même un gros sujet, pour à la fois, rémunérer, ben, correctement les équipes et puis créer un moyen de fidélisation supplémentaire. En fait, on a envie de rester quand on est, intéressé aux résultats. Il y a aussi le groupe Loulou, à Paris qui fait de l'intéressement, comme ça aux résultats, intéressement financier. Un truc que j'ai lu que je trouvais, voilà, bah, assez beau quoi, c'est le La Bonne Fourchette à Lyon. Ils ont, bah, pendant la canicule là, c'était hyper dur, de vivre en cuisine, il fait trop chaud quoi, tout simplement et ils ont décidé de supprimer tous les menus, à la carte qui, utilisaient la cuisson au four. Le but, c'était de soulager les équipes en cuisine et de mettre ça en un, quoi et donc toute la carte s'est adaptée. Il y avait plus de cuisson au four et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tous les clients ont compris, quoi. Les clients comprenaient que c'était hyper important de prendre soin des équipes.
Un autre exemple intéressant, Maslow. Maslow, c'est le premier groupe de resto, végétarien et en fait, ils ont mis en place des échanges de 20 minutes, individuels et collectifs entre les équipes. Donc les différentes équipes, en salle, en cuisine et cetera et le but, c'est de remonter ce qui bloque et de soigner la com, en fait, entre les équipes. C'est tellement important. C'est la communication, à chaque fois, c'est une évidence, mais on finit toujours par oublier à quel point c'est important et on finit par ne plus avoir assez de communication ou pas assez de qualité, quoi. Donc c'est tout bête, mais c'est très important et puis dernier exemple, l'hôtel, du Cap Eden Rock, au Cap d'Antibes, qui est connu pour un management très bienveillant. Hem, à chaque fois qu'il y a des nouveaux, ils font ils les mettent ensemble et ils créent des journées d'onboarding. Donc ce qui se passe, c'est que chaque chef de service, vient raconter son département, son histoire, fait visiter, pendant une journée, pour vraiment intégrer les nouveaux et puis ils ont aussi un programme Vie ma vie pour passer quelques heures pour les volontaires, hein, d'un service à l'autre et découvrir la vie des autres équipes, quoi. Créer du lien, c'est pareil, c'est comme la communication, c'est une évidence, mais c'est un énorme levier de cohésion, de fidélisation, qui serait hyper utile d'accentuer dans la restauration. Voilà, on a fait le tour. Merci beaucoup. Je tiens à remercier énormément, Fanny, avec qui j'ai coécrit, cette newsletter sur la restauration. Fanny, elle travaille depuis 17 ans dans l'hôtellerie, la resto et puis, elle accompagne aujourd'hui les restaurateurs multisites à, fidéliser, engager durablement leur équipe, avec, voilà, la culture d'entreprise, le parcours, l'expérience collaborateur. Enfin voilà, c'est super inspirant et elle connaît ses problématiques par cœur. Voilà, merci beaucoup aussi à Alice qui a coécrit, cette newsletter avec moi, et puis à la prochaine, à bientôt.